Autant vous le dire tout de suite, nous ne pourrons pas aujourd'hui en 1 heure faire le tour de la question, car les troubles psychiatriques affectent en France 1 personne sur 5 chaque année. En 2018, près de 2 millions de patients ont été pris en charge dans les structures ambulatoires. Plus de 420 000 personnes ont été hospitalisées dans les 552 structures psychiatriques de France, dont plus de 80 000 sans leur consentement. D'après l'OMS, les troubles psychiques représenteront d'ici 2030 la principale cause de morbidité dans les pays industrialisés. Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa, pour ne parler que des plus connus, des dizaines de types de troubles différents pour des millions de vies qui continuent chaque jour, tant bien que mal, de se dérouler. Ce sont nous, nos collègues, nos frères et sœurs, nos parents. Pourtant, les clichés véhiculés autour des troubles psychiques sont toujours les mêmes. Incompétence, irresponsabilité, incurabilité, voire même dangerosité. Fou, taré, timbré, parano, starbé, maboule, dérangé, zinzin, débile, autiste. T'es bipolaire ou quoi ? Ce serait schizophrène de dire ça. Dans la réalité, cette violence, c'est bien les personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique qui en sont les premières victimes. Auto-exclusion, discrimination dans l'emploi et stigmatisation sociétale, avec un taux de mortalité de 1,6 à 3 fois plus élevé chez les patients atteints de schizophrénie et 8 à 9 000 suicides par an, toutes pathologies psychiques confondues, l'espérance de vie des personnes est 20% inférieure à la moyenne, soit 10 à 20 ans de vie de moins. Alors, troubles psychiques et discrimination, comment en sortir ? C'est le premier épisode de Symptômes critiques. Et pour tenter ensemble de soigner ce mal de notre société, j'accueille aujourd'hui Bénédicte Chenu. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur du collectif Schizophrénie et de l'association Promesse, qui vise à soutenir le développement du programme Pro-Famille en France, auteur du livre Des Lumières dans le ciel aux éditions Le Duc, qui raconte l'histoire de votre fils Charles qui vit avec une schizophrénie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez justement nous parler du collectif Schizophrénie, de sa genèse et de ses missions ? Alors en fait, le collectif Schizophrénie est né fin 2015 et c'est vraiment dans le but d'associer le savoir-faire des associations dédiées à ces maladies-là et essayer de travailler ensemble pour changer le regard de ces maladies, lutter contre la stigmatisation de ces troubles, essayer aussi de promouvoir des prises en charge innovantes, également renforcer l'information sur la maladie, d'en parler pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente, parler d'une voix forte et unis au niveau des instances publiques, au niveau des médias et au niveau des politiques. Vous parlez de changement des regards, de stigmatisation. Quels étaient les constats que vous faisiez au moment de la création du collectif ? Très peu d'informations sur ces maladies. Les seules fois où on parle des schizophrénies ou des troubles psychiques en général, c'est par des faits divers monstrueux. Une information très, très connotée, très stigmatisante. Et le constat également, que j'ai fait même moi-même à titre personnel pour mon fils, que les prises en charge sont extrêmement différentes d'un endroit à l'autre, que la psychiatrie, alors ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais était très idéologique. Donc n'est pas considéré comme que les troubles psychiatriques ne sont pas considérés comme des maladies, alors que la psychiatrie c'est une spécialité de la médecine. Donc voilà, toujours cette impression que c'est à part, que d'ailleurs les hôpitaux c'est toujours à part, et donc essayer de remettre un peu de dire que c'est des maladies comme les autres, mais qui ne sont pas prises en charge comme les autres. Dans votre livre, vous abordez justement la difficulté d'accepter le diagnostic de votre fils, notamment du fait des différentes prises en charge, des différents diagnostics qui vous étaient proposés, mais aussi du fait de la stigmatisation, du regard social qui était porté sur la schizophrénie. Et vous parlez aussi de votre propre changement de regard. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors au début, effectivement, quand il a été question de schizophrénie pour mon fils, moi je pense que j'étais comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je portais en moi très fort ce stigma, cette forte méconnaissance de la maladie. J'en avais entendu parler, mais bon, par les médias, par des faits de violence. Je ne connaissais pas du tout ces troubles et je dois dire que j'en avais très peur. Donc ça a été difficile pour moi d'accepter que mon fils allait vivre avec une schizophrénie, étant donné que l'image aussi que j'avais, c'était d'une maladie dont
on ne peut pas se rétablir, on ne travaille pas, on construit pas de famille. Donc j'avais une image très négative aussi de l'évolution de la maladie qui m'avait été rapportée. Et ensuite, effectivement, les prises en charge ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, et même à Paris. Mon fils a reçu un diagnostic de schizophrénie dans un hôpital universitaire à Paris, et dans le secteur où il était accueilli, alors là, il s'agissait d'autre chose, plus d'un rapport avec la mère. Voilà, donc effectivement, ça a brouillé les pistes, et ça a été, on a perdu beaucoup de temps pour accepter ce diagnostic et commencer une prise en charge sérieuse et qui va avec le diagnostic. Alors justement, sur cette question des représentations, un petit scanner de la manière dont on parle des troubles psychiques dans les médias. Attention, les images et les propos contenus dans ce zapping sont susceptibles de choquer la sensibilité des humains. Baby, can't you see I'm calling a guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. Excusez-moi, monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. « 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Beaucoup parmi eux ont tué ou violé. Ils sont tellement dangereux que ni les prisons ni les hôpitaux psychiatriques n'en veulent. Pour eux, une seule solution, la dernière solution, l'UMD, l'unité pour malades difficiles. On essaiera de savoir si ces malades mentaux ont encore une place dans notre société. Faut-il une politique sécuritaire? On essaiera évidemment de répondre à cette question. Il y a débat, en tout cas, dans la profession. Jusqu'à leur mort, ils seront un danger pour ceux qui les approchent. Karim? Karim? C'est dingue! Il y a rien qui m'effraie plus que la folie en fait. J'ai peur des gens fous en fait, c'est horrible, mais j'ai peur de tomber sur des gens qui ont un problème et de pas du tout savoir comment réagir face à eux, et peut-être de provoquer des réactions énervées en fait chez eux, de par mon manque de savoir en fait. C'est une grosse folle! C'est une grosse folle! Je préfère être une grosse folle qu'une grosse folle! Il y a un phénomène étrange lorsqu'on entre dans cette cellule. On a tendance à marcher au plafond. Vas-y Olivier, conduis, c'est ça? Écoute, oui. C'est bon Olivier, t'es super! T'es super! Ne lâche pas, continue! C'est insupportable de voir ça. Et puis après, quand on l'invite pour faire le show, il fait le show. Mais il est devenu fou, là. Moi, je dirais quand même que c'est un bon exemple de la schizophrénie politique habituelle des grands politiques. Dans les Gilets jaunes, il y a deux malades mentaux, Nicole et Drouet. Deux adeptes du paroxysme qui disent à peu près n'importe quoi. I didn't know if I even really existed. But I do. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de réagir à l'ensemble des extraits que nous venons de voir, mais de manière générale, que pensez-vous de la manière dont on parle des pathologies psychiatriques et des personnes souffrant de ces troubles dans les médias, à la télé, voire même au cinéma ? Je trouve qu'on en parle très mal. On en parle souvent quand il s'agit d'un fait divers violent, où en général les journalistes se permettent de poser des diagnostics sans même savoir. Je trouve que les troubles psychiatriques sont, et particulièrement les schizophrénies, sont un décor fabuleux pour le cinéma, puisqu'effectivement les symptômes de ces maladies, on parle d'hallucinations, on parle d'entente de voix. Donc c'est sûr que ça permet tout un imaginaire. Et souvent les personnages aussi avec des multiples personnalités. Donc c'est vrai que je trouve que la culture véhicule vraiment une image très fausse en fait du personnage avec une maladie psychique qui serait dangereux, qui serait pervers, qui serait calculateur, imprévisible, alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité. Vous, ça a changé votre regard justement d'avoir votre fils Charles qui est tombé malade. Est-ce que ça a été une grosse surprise, une découverte, ou est-ce que, au final, vous n'avez pas tenu compte de ces représentations-là et vous avez réussi à dépasser ça assez facilement ? Alors en fait, je ne sais pas si au début j'ai réussi à pas en tenir compte, mais je sais qu'en vivant avec mon fils au quotidien, c'est-à-dire en étant l'observatrice de ces troubles, de ces changements de comportement et non pas de personnalité, en le voyant souffrir, en le sentant envahi, en le voyant par moments vraiment très très angoissé, j'ai pu vraiment percevoir la maladie et la souffrance qu'elle génère
De plus, mon fils est un garçon très très doux, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et c'est une maladie qui est violente, en fait. C'est la maladie qui est violente. Et ce qu'elle génère chez une personne, quand vous vous sentez envahi par des pensées négatives qui ne vous laissent pas la place à réfléchir à autre chose, quand vous avez l'impression d'avoir des bêtes sur le bras, quand vous avez l'impression qu'on va vous faire du mal, vous persécuter, enfin, je veux dire, vous ne pouvez que être mal et avoir envie que ça cesse. J'ai pu observer tout ça chez mon fils, et effectivement, j'ai complètement renversé. Finalement, c'est la maladie, c'est les symptômes qui sont dangereux, qui sont violents. À côté de la violence, de la difficulté de la maladie, est-ce que le regard social vient rajouter de la souffrance? De quelle manière est-ce que votre fils ou même les gens que vous pouvez côtoyer dans vos actions avec le collectif vivent justement cette représentation sociale dans le cinéma, dans les discours véhiculés au JT, dans le discours de certains politiques aussi? Alors, moi, personnellement, je ne le vis pas très bien parce que ça m'énerve terriblement, ça m'agace. Et souvent, d'ailleurs, avec le collectif, on réagit. On ne laisse pas passer certaines choses parce que c'est inadmissible. Moi, je me souviens très bien une fois de regarder la télévision avec mon fils et puis je sais plus que, voilà, une personne disait un truc très négatif et puis il m'a dit, bah, tu vois, c'est la double peine finalement. Non seulement on a cette maladie, mais en plus de ça, c'est une maladie qui n'est pas socialement acceptable. On peut pas, enfin moi, aller à un dîner, discuter avec des gens et quand on vous demande ce que fait votre fils et vous dites, bah, mon fils vit avec une schizophrénie, on voit bien tout de suite, oh ma pauvre, c'est terrible. On voit bien par la réflexion des gens, des assistantes sociales, que tout de suite on vous regarde avec, voilà, comme si vous est arrivé quelque chose de, c'est fini. Il n'y a pas de recours possible, il n'y a pas d'évolution. C'est vraiment une maladie qui est vécue comme sans retour possible. Alors que voilà, c'est vraiment une étiquette qui est d'ailleurs on voit bien hein, dans les cours de récréation, dans la média, c'est toujours utilisé pour parler d'une situation chaotique, perverse, ambiguë, mais il y a toujours un fond malsain, dangereux, incompréhensible, et en fait c'est pas la réalité. Et du coup, quelles conséquences ça a au quotidien, ce regard social très pesant, très enfermant? Ça a une conséquence extrêmement, j'ai envie de dire que ça a une conséquence de vie et de mort, parce que du coup les personnes ne vont pas aux soins, les jeunes n'ont pas envie d'aller se soigner, n'ont pas envie d'aller franchir la porte de l'hôpital, ni franchir la porte d'un cabinet de psychiatre, et du coup les personnes s'isolent, elles restent chez eux, ne prennent pas leur traitement, ne posent pas des questions, n'échangent pas, et les parents, souvent, pareil, restent entre eux, sont complètement anéantis et en général c'est ce qui crée c'est ce qui peut créer effectivement des situations critiques qui le plus souvent amènent au suicide. Hein. Les chiffres dans ces maladies-là, les 40% de personnes font des tentatives de suicide et 10 réussissent à mettre fin à leur jour. Donc c'est quand même les conséquences sont très très graves. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte et ne le perçoivent pas. On parle en effet d'autostigmatisation dans les conséquences de cette stigmatisation sociale pour les personnes qui vivent avec une schizophrénie ou un trouble psychique même en général. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'autostigmatisation, en quoi ça consiste et comment ça se traduit dans la vie quotidienne ? Alors bon, pour moi, c'est parler d'autostigmatisation, c'est pas moi qui vis la maladie, hein, c'est mon fils, mais par exemple... l'autostigmatisation, c'est justement, ça se traduit par ne pas se sentir capable de faire quelque chose comme les autres, ne pas parler de sa maladie, donc échanger, ne pas pouvoir la nommer, rien que la nommer, et puis ne pas considérer que voilà, mon fils m'a posé une question, est-ce que je le voyais comme un père, et en fait je pense que moi je le vois tout à fait comme un père, mais lui ne se voit pas comme un père du fait de son parcours en psychiatrie et puis de tout ce que la maladie lui a fait subir en fait. Donc l'autostigmatisation, encore une fois, c'est plus aux personnes concernées d'en parler, mais elle exclut, elle pense qu'on n'est pas capable d'eux, et elle fait en sorte que les personnes ne travaillent pas, ou n'ont pas le travail qu'elles méritent, n'ont pas le salaire qu'elles méritent, n'ont pas la vie de famille qu'ils pourraient très bien avoir et qu'ils devraient avoir, et se donnent pas les choix en fait. Elle réprime la personne jusqu'à vraiment une personne isolée chez elle, qui prend son traitement ou pas, et qui se donne pas beaucoup finalement d'espérance de vie.
Vous insistez aussi, tant dans votre livre que dans le travail du collectif, sur les différences de prise en charge, sur les inégalités dans les différents types de services, types de structures, dans la manière d'accompagner la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? À travers le parcours de mon fils, j'ai pu constater que les prises en charge sont extrêmement différentes, mais vraiment. Certaines sont très idéologiques, d'autres sont très pragmatiques, et je pencherai plus pour les très pragmatiques. Il y a des services où on vous propose de la remédiation cognitive, des TCC, des traitements personnalisés, c'est-à-dire on ne va pas vous donner le médicament, le neuroleptique lambda qu'on donne à tout le monde et puis dosé à peu près comme il faut. Donc effectivement, il y a des prises en charge où les personnes se rétablissent et des prises en charge où finalement les personnes végètent, se chronicisent et on ne fait pas tellement attention à leur devenir. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie problématique et le collectif vraiment s'évertue à essayer de publier le plus possible, de montrer qu'il y a des équipes qui font qui ont des prises en charge fantastiques et c'est important de le savoir et surtout d'essayer de les généraliser, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces prises en charge, que ce ne soit pas juste dans un hôpital universitaire ou juste dans une région à Bordeaux. Parce que l'égalité des soins, c'est quand même extrêmement important. Toutes les personnes avec un trouble de schizophrénie devraient pouvoir se rétablir de la même façon. Et malheureusement, c'est pas encore. Il y a encore beaucoup de résistance dans certains endroits, dans certains CMP, finalement, où ça n'évolue pas beaucoup. Vous insistez d'ailleurs sur l'importance de la formation, de la recherche scientifique et du fait de considérer les pathologies psychiatriques comme un sujet de recherche scientifique à part entière. Comment est-ce que vous expliquez ces inégalités justement entre les différents services, les différents secteurs ? Une question souvent d'idéologie, c'est un peu triste à dire parce que là encore une fois, la psychiatrie c'est vraiment c'est une médecine, c'est une spécialité de la médecine. Je dirais même que c'est une médecine pointue. Il faut pas, c'est une question de vie et de mort. Il y a des personnes qui sont restées sur la façon dont on soignait dans les années 70, qui n'évoluent pas. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des services universitaires. J'ai voulu que mon fils soit suivi dans un service universitaire. C'est des psychiatres qui sont à la pointe de ce qui se fait, des psychiatres qui voyagent, des psychiatres qui font de la recherche, des psychiatres qui connaissent parfaitement les médicaments, qui dosent parfaitement les médicaments, et si un médicament ne marche pas, ils en essayent un autre, et s'il ne marche pas, ils en essayent un autre. Donc c'est vraiment c'est de la recherche, et je pense que c'est important parce que c'est aussi chargé d'espoir, et ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est des maladies où finalement il n'y a rien à faire. Après tout, la personne est stabilisée. On va se contenter de peu. Et il y a malheureusement encore pas mal d'endroits où c'est comme ça. Et quid de la place des familles dans tout ça ? Alors là, c'est pareil. Les familles, il y a des services où les familles sont très bien accueillies. Et il y a des services où les familles à partir du moment où la personne est majeure, on ne veut plus les entendre, on ne veut plus avoir affaire à elles. Et donc là, c'est extrêmement difficile, étant donné qu'on est quand même 24 heures sur 24 avec la personne. Donc on ne peut pas donner notre expérience, donner nos observations. Donc le soin est très difficile, étant donné qu'on sait que la place des familles joue un rôle très important dans le rétablissement de la personne. Alors, il y a effectivement, par contre, des services où il y a des journées dédiées aux familles. On peut rencontrer les psychiatres si on a des questions particulières sur des soins. C'est très, très important, c'est capital. Notamment en termes d'isolement, puisque souvent les familles sont quand même le dernier rempart en cas d'isolement de la personne pour parer justement à une exclusion sociale parfois totale du fait de la stigmatisation. Oui, absolument. Si on ne prend pas en charge les familles, si on n'outille pas les familles, si on n'accompagne pas les familles, si on ne leur explique pas, elles sont, au bout d'un moment, elles peuvent plus tenir la personne. Et en général, le jeune ou le moins jeune s'en va. Et là, ça fait des personnes à la rue, des familles complètement éclatées. Et c'est très dommage, parce que alors ça aussi, ça concourt à la stigmatisation. Parce qu'en général, on sait qu'une personne qui n'est pas soignée, qui est à la rue, ça finit par un suicide. Et là, ça peut aussi, bien évidemment, finir par un cas de violence. Mais c'est la mauvaise prise en charge qui a mené à cette violence. C'est pas forcément la personne qui est violente.
Tout à fait. Et on en arrive du coup à l'association Promesse que vous avez cofondée. Est-ce que vous pouvez nous en parler du programme Pro-Famille, de la manière dont voilà, ça vous a aidé, vous et d'autres familles, dans cette formation, quelque part, à ce que sont les troubles psychiques, la schizophrénie en l'occurrence? Alors au tout début, j'ai eu la chance parce que le psychiatre qui avait suivi mon fils à Sainte-Anne m'a proposé donc de suivre le programme Pro-Famille qui m'a vraiment beaucoup aidée. À l'époque, c'était le seul programme qui était proposé, donc j'ai quand même dû attendre 1 an. 1 an, il aurait pu se passer beaucoup de choses, parce que mon fils et moi, on était vraiment, on était perdus, très isolés. Ce programme m'a beaucoup aidée. Ensuite, à la suite de ça, on a monté une association Promesse dont je ne fais plus partie aujourd'hui pour des raisons multiples. Et c'est vrai que en fait, j'ai été très étonnée de voir à quel point ce programme était très peu dispensé. Je crois qu'il y a à peu près 3% de familles qui ont droit. Et on a voulu un petit peu essayer de le généraliser. Alors maintenant, c'est vrai que depuis, ça fait quand même plusieurs années que j'ai suivi ce programme. Depuis, heureusement, c'est un programme qui est très lourd en termes de temps, en termes de travail, qui est aussi lourd pour les équipes, qui font un travail formidable pour accompagner les parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux programmes qui se développent, plus synthétiques, plus courts, qui peuvent vraiment accompagner les parents dès le début des troubles, comme par exemple le programme Bref, le collectif Schizophrénie, nous sommes formés à ce programme justement pour pouvoir le dispenser. Et c'est vrai que c'est important de proposer aux parents le plus vite possible, le plus en amont possible, une aide, des outils pour être accompagnés, parce que c'est quand même une aventure qui est compliquée au début en tout cas. Et en quoi est-ce que ça consiste justement, ces outils ? Alors, au début, le programme, c'est de l'information sur la maladie. On vous donne des chiffres, voilà, mais c'est pas tellement ce qui est... Bon, ça, l'information, c'est pas... j'ai envie de dire, on peut l'avoir un peu partout. Mais enfin, c'est quand même important. C'est surtout des outils de communication, des outils de... Moi, j'ai appris, grâce à ce programme, que le stress était un facteur énorme de rechute pour mon fils, c'est-à-dire de rechute, pas forcément, il va tout de suite retourner à l'hôpital, mais ça aggravait ses troubles. Donc j'ai appris à réduire mon niveau de stress, à ne pas le confronter, et j'ai aussi appris à faire de l'écoute réflexive, quand il est envahi par des sentiments de persécution, qu'il a l'impression qu'on va lui faire du mal, plutôt que de lui dire mais non, tu délires, c'est pas du tout ça, plutôt être en empathie avec ce qu'il vit et faire de l'écoute réflexive, c'est-à-dire lui dire tu me dis que tu es poursuivi par des personnes, ça doit être terrifiant, moi si j'étais poursuivi par des personnes je serais aussi absolument terrifiée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un, ton médecin? Voilà, c'est dérouler un peu et être en empathie. Et du coup, le niveau de stress baisse. Enfin, moi, je l'ai fait avec mon fils plusieurs fois et ça marche d'une certaine façon. Et on n'est pas tout de suite à dire à la personne mais non, parce que la personne, quand elle vit ça, elle le vit vraiment. C'est sa réalité à elle. C'est important de le respecter. Et cette question de la formation, elle touche les familles, mais elle touche aussi les professionnels de santé, on en a parlé, mais aussi le grand public, et notamment sur la question du risque suicidaire, on l'a bien vu. Qu'est-ce qui est mis en place comme action justement pour prévenir, pour sensibiliser l'entourage, les professionnels de santé ou le grand public sur la question du risque suicidaire pour les personnes qui présentent un trouble psychique? Avec le collectif Schizophrénie, on avait été à un colloque qui parlait du programme Papageno, qui est donc un programme qui est très, très, très intéressant, mais qui cible plus la presse, les médias, les réseaux sociaux, et qui aide un peu toutes ces personnes qui seraient tentées de parler du suicide de manière un peu légère, et qui va les orienter pour essayer de faire en sorte que ça donne pas envie, ou que ce soit pas viral. Et ensuite, il y a aussi le programme que je connais moins, Vigilance. Voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un vrai... on a pu constater au sein du collectif, beaucoup de parents ont des enfants qui se sont suicidés ou qui ont fait des tentatives de suicide, beaucoup de morts violentes, et c'est vrai que et ça peut se comprendre étant donné que les troubles sont extrêmement angoissants, et que si on n'en parle pas, et que si on n'a pas un endroit pour pouvoir exprimer tout ça, et si on a honte d'en parler à cause de la stigmatisation, si on a peur d'être pris pour un fou, et qu'on ne peut pas vivre avec,
En général, on met fin à ces jours, ou on essaye, parce que c'est trop insupportable. Un point que nous avons abordé brièvement aussi est la question de la dangerosité présumée des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Une capsule vidéo pour approfondir la question et on revient juste après. Christophe Debien, vous êtes psychiatre, responsable du pôle e-script pour le Centre national de ressources et de résilience. Vous êtes également co-auteur de la chaîne YouTube Le Psylab et auteur de nombreux ouvrages, dont l'ouvrage Nos héros sont malades, à paraître le 23 septembre aux éditions Humaine 6. Merci de répondre à nos questions. Une des fausses représentations associées aux personnes souffrant de troubles psychiques est celle de la dangerosité de leur comportement. C'est un sujet que vous connaissez bien. Qu'en est-il réellement ? Alors c'est compliqué. La psychiatrie en général, les troubles mentaux en particulier, mais aussi les soignants de psychiatrie souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui la stigmatisation, donc un certain nombre d'idées reçues qui se baladent depuis des siècles, j'allais dire, dans la tête des gens, et la dangerosité effectivement des personnes atteintes de troubles mentaux fait partie de ces images. Alors, il y a quand même un document qui est très important, je pense, à lire ou à relire. Alors, c'est un gros rapport. C'est le rapport de la Haute Autorité de Santé, qui date de 2011 et qui a fait faire une grande enquête sur la dangerosité psychiatrique de façon la plus neutre possible. Vous trouvez sur Internet assez facilement le résumé de ce rapport. Et en fait, ce qu'on en tire, c'est que les personnes atteintes de maladies mentales sont bien plus souvent victimes de violences que commettent des violences. La maladie mentale, elle est impliquée dans un homicide sur 20. Ce qui veut dire, parce qu'on ne lit pas les statistiques à l'envers, que 19 fois sur 20, il n'y a pas de maladie mentale impliquée dans l'homicide. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui tuent leurs proches. La police le sait très bien, la plupart des agressions se font dans le milieu familial, intrafamilial. Donc comment voulez-vous qu'on vive tous les jours avec cette idée-là ? Donc il nous faut un bouc émissaire. La maladie mentale, c'est le bouc émissaire depuis des siècles. Une des autres idées reçues est celle de l'imprévisibilité du passage à l'acte, justement. Qu'en est-il sur ce point-là ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dangerosité avec la maladie mentale. Soyons clairs, elle existe et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, évidemment, avec certaines pathologies qui sont plus difficiles à cerner dans justement ce que vous appelez l'imprévisibilité du passage à l'acte, l'impulsivité. On pense évidemment aux troubles d'ordre psychotique. Souvent, ces délires sont des délires qu'on appelle paranoïaques, c'est-à-dire qu'on a peur de tout un chacun, on a peur que les autres nous agressent. Forcément, comment vous réagissez quand vous avez peur qu'on vous agresse ? Eh bien, vous êtes agressif. Or, il faut bien comprendre que ce délire, c'est la réalité pour le patient. Et c'est là où, effectivement, il y a un gros travail, notamment d'approche avec ces patients, pour essayer de les rassurer. Quand on rassure quelqu'un, eh bien, il est beaucoup moins agressif. Il y a quelques échelles qui ont été développées, notamment à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, qui, historiquement, est chargée de recevoir les patients qui sont dans un grand état d'agressivité, de violence, etc. Honnêtement, ces échelles sont assez peu utilisées au quotidien, certainement pas assez. Et surtout, il faut insister sur l'importance d'avoir des travaux de recherche solides sur ces particularités. Après, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître, c'est pas quelque chose de pathologique, vous savez, c'est quand vous réagissez, on vous marche sur le pied, comment vous réagissez ? Souvent, vous repoussez l'autre. Avant de penser qu'il ne l'a peut-être pas fait exprès, il y a ce côté impulsif qui est normal. Mais l'impulsivité, elle peut être plus ou moins grande. Et là, par exemple, c'est toute l'importance de la prévention des troubles mentaux chez les plus jeunes. Parce qu'on sait qu'un certain nombre de troubles mentaux qui vont se développer chez les plus jeunes vont augmenter leur impulsivité quand ils seront adultes. Alors c'est souvent une impulsivité qui est dans l'auto-agressivité, avec des tentatives de suicide, avec des automutilations, mais qui peut être dans l'hétéro-agressivité. Et là, il y a un véritable enjeu, notamment dans la prévention du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant, parce qu'on sait qu'à l'âge adulte, un des traits qui va se développer, c'est l'impulsivité. Il y a un véritable enjeu en pédopsychiatrie, on le sait, ça a été reconnu par le gouvernement actuel. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une grosse différence entre la dangerosité supposée et les faits de violence subis par les personnes souffrant de troubles psychiques. Quels sont-ils ? Pas mal d'agressions.
Agression, la stigmatisation, hein, il est fou, alors autant lui taper dessus, il est plus faible que les autres. Hein, vraiment, il y a alors vous voyez qu'il y a d'autres idées reçues, hein, c'est que la maladie mentale, ça serait de la faiblesse, pas du tout. Ce sont des gens comme vous et moi, avec une maladie, hein, comme on peut avoir le diabète ou autre chose. Il y a la peur, et donc la peur, on va la résoudre comment? En éliminant le danger. Donc, comme on pense que les personnes atteintes de maladies mentales sont plus dangereuses, on va les éliminer avant. C'est terrible ce que je dis, mais c'est hélas la réalité. Et puis, il y a par exemple, on a des chiffres assez importants sur la dépression chez les femmes. On sait que la dépression chez la femme augmente le risque de violence intraconjugale. Et comme les violences intraconjugales augmentent le risque de dépression, vous voyez bien que là, pour le coup, quand on parle d'une dépression, la maladie mentale va initier un cercle vicieux de violence contre la patiente. Et ça, il y a vraiment aussi un enjeu énorme à réhabiliter le traitement de la dépression, à repérer la dépression, et notamment dans la dynamique de couple. Quand on est déprimé, par exemple, on n'a plus envie de faire l'amour. Et quelquefois, hein, c'est dans un couple quelque chose qui va être le début de violence, hein, voire de viol intraconjugal. Vous voyez, parce que la femme va se laisser faire, entre guillemets, mais c'est du viol puisqu'elle n'a pas envie. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur la vie quotidienne ou même sur la prise en charge de santé de cette stigmatisation? Alors évidemment, il y a l'accès à l'emploi. Donc déjà, nous sommes dans une période qui est difficile d'un point de vue économique. Vous imaginez bien que si on considère que les personnes atteintes de maladies mentales ne font pas partie des citoyens, on va les mettre de côté. Ça, c'est une des premières conséquences. Et donc, des conséquences économiques, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont particulièrement fragilisées sur le plan médico-économique. Et on sait que d'un point de vue économique, si on est fragilisé, c'est plus difficile de se socialiser aussi. Si on n'a pas l'argent d'aller au restaurant, d'aller dans un bar, alors en plus de ça, avec la distanciation sociale aujourd'hui, c'est encore plus difficile, mais effectivement, on va avoir les personnes atteintes de maladies mentales vont avoir tendance à se renfermer sur elles-mêmes, à s'isoler. Et vous voyez bien que c'est encore une fois un cercle vicieux, hein, qui fait qu'il y a une difficulté, y compris à l'accès aux soins, parce qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle d'auto-stigmatisation. C'est-à-dire, je suis fou. Hein. Alors j'emploie ce terme que personne n'en prenne ombrage, hein, mais parce que c'est un terme qui traîne beaucoup dans la société. Je suis fou, donc je ne suis pas digne d'eux. Et vous avez ce phénomène qui est terrible, c'est l'auto-stigmatisation, jusqu'au point de ne pas aller aux soins. Après, il y a des maladies, et notamment dans les maladies psychotiques, où par moment, on n'a pas conscience que notre comportement, que les idées qu'on peut avoir sont pathologiques. Et donc, on n'a pas conscience d'avoir besoin de soins. Merci beaucoup, Christophe Debian, pour cet éclairage. Alors cette question de la dangerosité supposée des personnes qui vivent avec un trouble psychique et de la dangerosité subie est essentielle dans la question des discriminations qui s'expriment dans tous les secteurs de la vie quotidienne, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie affective, on en a parlé, ou même dans la vie sociale en général. Comment est-ce qu'on lutte contre ce cliché ? Alors, on prend la parole dans la presse, on témoigne, on favorise, ce que fait beaucoup le collectif Schizophrénie, on favorise les témoignages de personnes qui vivent avec ces maladies, qui veulent bien en parler, pour parler de leur vie, pour parler de leur vie de famille, pour parler de leurs enfants, pour parler de leur travail. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui vivent tout à fait normalement. Ce qui est tout à fait dommage, c'est que la plupart des personnes, elles ne veulent plus entendre parler de psychiatrie, elles ont un boulot, elles ont une vie, donc c'est difficile, mais heureusement de plus en plus on a des témoignages de vie, de vie qui méritent d'être vécue. On parle de la maladie encore dans les médias pour ce qu'elle est. La réalité, on parle des chiffres aussi. On dit que les troubles psychiques, on souffre beaucoup plus de troubles psychiques qu'on en est violent, que s'il y a violence, c'est qu'en général, il y a une mauvaise prise en charge, une personne a été perdue de vue, elle n'a pas été entourée comme il le faudrait, un manque d'information.
On réagit parfois violemment à certaines choses. On peut saisir les avocats, on peut saisir les institutions, hein, on peut saisir le juge des libertés, on peut saisir aussi le défenseur des droits. En fait, c'est important aussi de se défendre et de montrer que ce qui est véhiculé, c'est pas du tout la réalité. C'est important parce que parfois, pas tout le temps, on parle aussi un peu à la place des personnes qui n'ont pas envie. Et c'est bien que tout le monde le fasse aussi, parce qu'on a aussi notre légitimité à le faire, et que nous, en tant que parents, parfois, on est aussi stigmatisés. D'ailleurs, les soignants sont aussi stigmatisés. Hein. Les médicaments de la psychiatrie sont aussi stigmatisés, donc c'est quand même très difficile, hein, de lever ce tabou. Et puis, je pense que c'est formidable aussi quand une personne connue vient en parler. Je pense justement au livre qui va sortir du chanteur Gringe qui parle de son frère. C'est un livre qui va faire parler de lui. Je trouve que c'est très bien parce que ça va parler aux jeunes. Et voilà, donc j'ai envie de dire, on est vigilant, on observe tout, on laisse rien passer. On n'est pas non plus, on laisse aussi quand même la place à l'humour. Hein. Il ne faut pas non plus être psychorigide. Et voilà, on peut aussi en rigoler. Hein. C'est pas, mais surtout, on essaie à chaque fois qu'il y a discrimination, qu'il y a droit bafoué, qu'une personne peut pas ouvrir un compte en banque parce que elle est stigmatisée, parce qu'elle est reconnue comme un malade psychique, on le dénoncer, militer. Vous insistez aussi beaucoup sur l'importance des messages d'espoir, de donner des solutions, d'apporter des perspectives. Qu'est-ce qui vous a apporté, à vous, dans l'accompagnement de votre fils, justement cette lueur d'espoir et vous a raccroché aux solutions possibles ? Alors, ce qui m'a aidée, c'est vraiment d'aller rencontrer les personnes concernées par les troubles, qui vivent avec les troubles, de les rencontrer, de parler avec elles, d'échanger avec elles, de voir comment elles avaient fait, d'échanger avec d'autres parents, voilà, toujours poser la question, mais comment vous avez fait, quelle est votre solution, voilà, d'échanger, de partager avec le personnel soignant également. Vraiment, c'est le vécu, c'est vraiment l'expérience à la fois, ce que nous cherchons à faire dans le collectif, c'est vraiment croiser le savoir expérientiel avec le savoir scientifique et que chacun puisse s'écouter et puisse se respecter et puis travailler ensemble. J'apprends autant de la maladie en entendant mon fils parler de ses troubles qu'un psychiatre qui va en parler, voilà, parce qu'il la connaît aussi très bien, ou qu'un parent. C'est vraiment essayer de mettre un peu au même plan tous ces regards-là, et puis faire en sorte d'avancer dans la recherche, dans le domaine de la recherche en sociologie également, et puis en philosophie également, parce que finalement la psychiatrie, c'est un sujet qui touche à des domaines très intéressants et puis très larges. Et puis en parlant aux journalistes également, ne pas les heurter non plus, ne pas les engueuler parce qu'ils ont mal parlé, mais essayer d'aller informer partout, d'aller parler aux policiers, d'aller parler aux bailleurs sociaux, comme ce que nous faisons assez régulièrement, aux élus, aux politiques, aux députés, leur expliquer la maladie pour ce qu'elle est, de ce qu'on a vécu. Voilà, favoriser la parole des personnes qui vivent avec les troubles, c'est très important. Et justement, à ce titre, la pérédance est en train de se développer en France de plus en plus. Une capsule vidéo pour approfondir la question et on revient juste après. Et tout de suite, pour la Gélule Baume au cœur, le témoignage de Stéphane Cognon. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire part de votre témoignage Baume au cœur. Donc vous êtes père aidant et à ce titre, on trouvait très intéressant que vous puissiez nous faire part de votre parcours, de votre expérience. Et pour commencer, comment est-ce que vous avez eu connaissance de la pérédance et comment est-ce que qu'est-ce qui vous a motivé à le devenir ? Alors, j'ai eu connaissance de la pérédance, du mot pérédance et de sa fonction la première fois par mon éditeur, parce que j'ai écrit un petit témoignage sur mon histoire. On peut le citer d'ailleurs, votre ouvrage, c'est « Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes » qui est édité chez Frison Roche. Exactement. Et c'est mon éditeur qui, la première fois, m'a dit « Mais ce témoignage, enfin il l'a même écrit, ce témoignage est tout à fait dans
l'esprit de la pérédance tel que c'est pratiqué au Québec. Il m'a parlé du Québec et du Canada. J'ai commencé à me renseigner, moi, de mon côté. J'ai eu des contacts avec des associations, suite à mon petit témoignage et mon petit livre. Et ces associations m'ont parlé de la pérédance. La première association qui m'a fait confiance et par lesquelles j'ai pu faire ce métier sans avoir justement les bases, c'est le collectif Schizophrénie. Et ils m'ont fait confiance, moi, usager de santé mentale, usager de la psychiatrie, pour me donner ma chance de pérédant. Dans un deuxième temps, moi j'ai voulu être formé à ce métier, car c'est un métier. C'est ma profession, là, désormais. Je l'exerce au GHU Paris à Sainte-Anne. Et je suis en formation médiateur santé-père. C'est une licence. On a 1 semaine de cours par mois. On apprend notre métier et en même temps, on est en poste. Donc, plusieurs personnes sont en poste et c'est à travers la France dans les différentes structures hospitalières ou associatives. Donc, on est tous en poste et on apprend notre métier. Vous êtes déjà sur le terrain, qu'est-ce que cela vous apporte ? Le fait d'apporter du soutien aux personnes qui sont en cours de rétablissement, pour moi, même pour moi, dans mon processus de parcours de rétablissement, parce que le parcours de rétablissement, c'est toute une vie. On ne peut pas dire, il y a des phases, on arrive à l'expliquer, mais on n'a jamais fini. Le parcours de rétablissement, pour moi, c'est un parcours de vie. Et même moi, à 50 ans, alors que je me réoriente professionnellement, dans mon parcours, ça m'apporte énormément de confiance. Et le fait que j'apporte du soutien à ces personnes qui rentrent dans la maladie ou qui sont dans un processus de rétablissement, ça m'assure, ça me conforte dans mon choix d'une part, et que ça me conforte dans mon choix de vie. D'ailleurs, quand je vous avais contacté pour préparer cette émission, vous me parliez de cette question de la reconversion professionnelle et de l'âge notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, parce que ça, c'est assez étonnant. On est médiateur santé-père. Moi, j'ai 50 ans, 52 ans maintenant. Je fais de ma fragilité une force. Je fais de ma fragilité un métier. J'apporte du soin aux autres personnes. Je les rassure en me rassurant. Et puis, j'ai 50 ans, alors que là, quand on est professionnel, quand on arrive dans le marché du travail à 50 ans, on est un senior et on est proche de la retraite. Là, personne n'oserait nous embaucher. Et là, en fait, c'est un avantage. Mon expérience de vie, on appelle ça le savoir expérientiel pour les médiateurs santé, pour les pères aidants et médiateurs santé-pères. Et ce savoir expérientiel, je l'ai acquis avec mes années de maladie, mes années de rétablissement, mes années de tout ce savoir de vie, en fait. Et finalement, à 50 ans, c'est une force. Mon expérience est une force. Et je trouve ça assez agréable. Et qu'est-ce que vous disent, qu'est-ce que vous renvoient les personnes que vous accompagnez de ce que vous leur apportez ? Écoutez, encore hier, j'étais en train de faire... j'étais dans un programme de psychoéducation. On fait ça en visioconférence, là, parce que les conditions l'obligent. Mais c'est pas un problème. Hein. On peut faire des groupes de travail en visioconférence, tout le monde le fait, de toute façon. Mais hier, on est vers la fin de notre psychoéducation et une personne que j'aide, qui est assez avancée dans son rétablissement, qui a un projet de vie, qui a vraiment des vraies questions très intéressantes. Hier, il me posait la question, justement, c'était une question qui est assez personnelle et qui est et qui, pour lui, importait et pour moi, importe également. Il me dit, je suis dans un parcours de rétablissement, j'ai 30 ans, et là, je me pose plein de questions. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Je crois pas qu'il avait en fait une relation, mais en tout cas peut-être, il l'a pas évoqué, je lui ai pas posé de questions.
Et il me dit, est-ce que cette maladie est génétique? Est-ce que je peux imaginer d'avoir des enfants? Est-ce que tout ça? Il avait plein de questions. Et moi, en tant que père aidant, et en tant que père, pour le coup, parce que je suis papa de 3 enfants, j'ai pu lui répondre. Et à la fin, et donc, j'ai répondu de manière très naturelle et sans... ce qui a été pour moi une vraie question, de toute façon, dans mon choix de vie, et par rapport à cette maladie et cette pathologie. Et à la fin de notre session, il me dit, je suis très content de faire cette psychoéducation avec un père aidant. Et ensuite, la formatrice qui était avec nous m'a dit, effectivement, on a un plus. Le fait que mon expérience apporte quelque chose de moins formel, je veux dire, dans la psychoéducation ou l'ETP ou tous les entretiens. Et c'est quelque chose, je pense que je suis plus proche peut-être du patient, de l'usager. Et quelles sont du coup les pistes d'amélioration, les points d'attention que vous avez identifiés dans votre pratique afin de faciliter le développement de la père aidance en France? Le lien se fait assez facilement entre nous, les pères aidants, et les usagers. Ce qui est plus difficile, quand les équipes ne sont pas préparées, par exemple les équipes dans les structures, ou qu'elles ont des a priori, on va pas épiloguer, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir des peurs, en fait, savoir comment agir avec nous, comment nous agir avec les équipes. Ça prend un petit peu de temps. Moi, je vois le retour, ça fait presque 1 an que je suis en poste, et je vois que maintenant, depuis peu, on me fait confiance. Il y a une phase on était en train de s'apprivoiser les uns et les autres, mais je pense que c'est tout à fait normal. Il y a un petit peu de temps, il fallait que je fasse un petit peu mes preuves aussi, il fallait que j'ai quelques résultats, ce qui est tout à fait normal dans le marché du travail. Moi, je dirais qu'on doit faire nos preuves. Ça prend peut-être un peu plus de temps parce que c'est nouveau, et même pour nous, on ne sait pas forcément la meilleure manière de le faire. Et puis pour les équipes, on peut être on est quelqu'un assez étrange, on est à un poste assez nouveau. Donc je pense que tout ça se fait, la confiance doit se faire, les équipes doivent être préparées. Parfois, moi je sais, ça se passe très bien là maintenant, mais seulement maintenant, au bout d'1 an, on me fait confiance dans les programmes de TP, dans les programmes de psychoéducation, parce que j'ai fait mes preuves, parce que voilà, donc il fallait montrer que j'étais capable de le faire. Mais je vois, moi je discute avec d'autres médiateurs santé pairs, parfois, disons, il y a des freins, des peurs, est-ce qu'on va prendre ma place, est-ce qu'on va lui faire confiance, est-ce qu'il va pas retomber malade? C'est ça, hein, une des grosses questions, c'est ça. Est-ce qu'on va pas le fragiliser? Et puis le père aidant peut être fragilisé quand il arrive et qu'on lui on lui en renvoie une mauvaise image aussi. Hein. Bon, il y a des choses à faire. Je pense que en nous faisant confiance comme ça, on est quand même, on est plusieurs maintenant à être dans les équipes. On nous fait confiance. Il faut faire quand on a de bonnes expériences, il faut faire de bons retours. Et petit à petit, je pense que on va réussir à s'imposer. Merci beaucoup Stéphane Cognon pour ce petit témoignage beaucoup trop court mais qui nous met du baume au cœur en effet. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà expliquer ce qu'est la père aidance? En fait, la père aidance, c'est vraiment le savoir expérientiel, le vécu de la personne qui vient apporter dans une institution ses services, dans une institution psychiatrique, qui vient apporter son aide, essayer d'être un peu comment dirais-je, la personne représente être une source d'espoir, la personne qui est passée par ces troubles et qui a réussi à s'en sortir, à vivre avec, et à tel point qu'elle peut aussi aider. C'est-à-dire passer vraiment de la personne qui a subi à la personne qui a vécu avec, et puis qui peut en parler, aider et dire, finalement, c'est dire, écoute, moi je suis passée par là,
j'ai fait ça, ça m'a aidé, je te suggère de faire ça. Et puis c'est aussi la preuve vivante au sein de l'hôpital, au sein de l'institution, qu'on peut travailler au sein d'une institution et puis donner des conseils, aider. Donc c'est très important, c'est pas assez développé en France, ça c'est certain. Finalement, c'est un peu comme les groupes de parole, narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, où finalement ils sont entre pairs et puis ils échangent entre eux sur les problèmes de dépendance. Sauf que là, la paire aidance, c'est un travail rémunéré, donc c'est institutionnalisé. Alors je pense que comme il faut faire attention, il ne faut pas que les personnes... les personnes connaissent leurs limites, hein. Il faut qu'elles fassent attention aussi à elles. Et puis c'est aussi comment l'institution se sert d'elles, comment l'institution les traite, tout ça c'est extrêmement compliqué, ça doit être passionnant et à la fois... il y a aussi la paire aidance dans le privé. Hein. Moi, je connais des parents qui demandent à des pères aidants d'accompagner leur enfant, et ça, c'est très bien aussi, parce que d'une certaine manière, c'est plus souple. Et puis, c'est montrer aussi à leurs proches qu'on peut... C'est l'épreuve vivante, en fait, parce qu'on a beaucoup d'idées de ce que c'est que la maladie, de représentation, mais... Avoir une personne en face qui est père de 3 enfants ou qui est mère de 2 enfants qui travaille, ça parle, pas besoin d'aller plus loin, j'ai envie de dire, qui exprime ses difficultés, et c'est fort ça. Quels sont les plus gros challenges auxquels on fait face quand on tente de lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec un trouble psychique ? La première chose, c'est qu'on s'expose et on expose aussi son proche. Donc c'est quand même une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on décide d'écrire un livre ou de venir parler à la télévision, il faut savoir il faut savoir ce qu'on va dire, il faut savoir d'où on se place, il faut savoir aussi qu'on va parler de son proche. Il faut bien évidemment faire attention, et ça c'est des choses dont on parle en amont. Ensuite, le collectif, ce qui nous a semblé le plus important, c'était de parler de la schizophrénie pour ce qu'elle était, de la sortir un peu de la santé mentale en général, de nommer ce mot qui est souvent, on ne nomme pas, de collectif schizophrénie, et de réunir autour d'un portail, ça n'a jamais été fait, toutes les informations concernant les schizophrénies, de parler des schizophrénies au pluriel. Et donc nous avons créé ce portail qui rassemble beaucoup d'informations, énormément de témoignages de personnes, avec des entrées différentes, des entrées pour les proches, des entrées pour les personnes concernées, pour les journalistes ou pour quiconque s'intéresse à ce sujet. D'essayer aussi d'avoir un message différent, positif, montrer qu'il y a des solutions, montrer qu'on peut vivre tout à fait, avoir une vie qui mérite d'être vécue avec une schizophrénie, et distiller le plus possible des messages d'espoir, et puis surtout en parler sans tabou, sans honte, et puis essayer de faire des cartographies des endroits avec, comme nous avons une parole qui est libre, on ne sommes pas, on est affilié on n'a pas d'affiliation particulière, on est complètement apolitique, on peut parler, on peut dire là c'est bien, là c'est moins bien, là tel psychiatre il nous a bien reçus, enfin on peut parler comme ça, on n'a pas peur de ça, et puis après ça n'engage que nous, mais ce portail est très important parce qu'en plus il résume, on se retrouve souvent quand on a une association comme celle du collectif avec beaucoup de personnes, on se retrouve à être obligé à répondre à des questions, on a beaucoup de personnes qui nous contactent qui ont des difficultés, et du coup c'est très important d'avoir une information claire, indépendante. Cette année on a priorisé justement la recherche, on a fait beaucoup d'interviews de chercheurs, et justement on a essayé de simplifier, aussi pour de vulgariser un peu la recherche, qu'elle soit plus démocratique. Et vos pistes d'espoir pour la suite ? Alors les pistes d'espoir, déjà je me réjouis quand même de voir qu'on en parle plus. On est quand même, on est très sollicité, heureusement, par la presse, donc ça fait plaisir justement de pouvoir en parler aujourd'hui. Les pistes d'espoir, c'est sur la recherche, bien sûr, les jeunes chercheurs. Les jeunes psychiatres qui, heureusement, je trouve, changent vraiment, sont plus à l'écoute. Je ne veux pas non plus exclure les psychiatres
plus anciens, mais j'ai envie de dire que je crois beaucoup dans cette jeune génération parce que on a des contacts plus faciles avec eux, on peut échanger, la parole est libre. Donc, et puis aussi, surtout, je suis persuadée qu'un jour on arrivera à bout de cette maladie, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, et du coup, je pense qu'à ce moment-là, on s'apercevra que c'est pas une maladie de l'esprit, c'est pas une maladie floue, c'est pas à vie, et que on arrivera à soigner cette maladie, et du coup le tabou tombera et la stigmatisation tombera. Merci Bénédicte Chenu pour cette belle participation, ce beau témoignage et cette expertise aussi que vous nous apportez aujourd'hui. Merci aussi à Alain du collectif SOS Psychophobie pour son aide à la préparation de cette émission et à l'équipe du Média pour la réalisation. Ce numéro est tout particulièrement dédié à Jérôme, Valentine et Romain qui se reconnaîtront. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Symptômes critiques. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.